Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été très joueur. Mes parents considéraient cela comme un vice qui nuirait à ma scolarité. Mais c'est tout le contraire. Les jeux de logique et de réflexion m'ont permis de développer un esprit extraordinairement aiguisé. Énigmes, jeux d'enquête, j'ai tout essayé. Et j'ai tout réussi. Internet m'a aussi apporté mon lot de défis à relever, comme la Via Virtualis ou bien Ouverture Facile. Ces sites proposent une série d'énigmes de la plus facile à la plus ardue. Mais, comme tout, ça a été une partie de plaisir pour moi. Petit à petit, j'ai gagné une grande réputation dans ma ville, puis dans mon pays. On me comparait souvent à Sherlock Holmes des temps modernes. Ainsi, j'ai intégré la police très rapidement. On me confiait les enquêtes qui piétinaient et je passais mon temps à analyser des scènes de crime, des pièces à conviction, et je décelais des indices là où les autres ne voyaient qu'un élément insignifiant, ce qui permettait généralement de résoudre l'affaire. Pourtant, l'année dernière, j'ai fait face à l'affaire qui a détruit ma réputation, ainsi que ma carrière. Plus d'une dizaine d'enfants avaient disparu depuis le début de l'année. Tous avaient été enlevés depuis leur lit, dans le domicile familial. La méthode était toujours la même. Les parents couchaient leurs enfants le soir, pour ne découvrir qu'un lit vide au matin. Aucune trace d'intrusion, cependant. Un vrai mystère. Personne ne comprenait comment cela était possible. J'ai donc hérité de l'affaire. Enfin, un défi à ma hauteur, je me disais alors. Pourtant, même moi, je ne voyais aucun indice. Aucun signe d'intrusion apparent. Aucun lien entre les familles, victimes ou les enfants enlevés. Rien qui ne reliait ces enlèvements à des cas similaires. Bref, c'était inexplicable. Surtout qu'aucune rançon n'était réclamée. S'agissait-il d'un pervers? D'un tueur en série? C'était impossible à dire avec les éléments à notre disposition. C'est le matin où un autre enfant avait disparu qu'une lettre est arrivée à notre bureau. Une lettre qui m'était spécialement destinée. Dans celle-ci, une simple photo, avec au dos une inscription. Tic, tac. La photo était superbement prise, il faut l'avouer. Elle représentait une route bordée de feuilles mortes s'enfonçant dans une forêt. La photo était prise du centre de la route. Au milieu de celle-ci était posé un panier. L'angle de vue était tel qu'il était impossible de voir ce qu'il y avait dans celui-ci. Au bord de la route, on distinguait de grands pins majestueux. En agrandissant l'image, j'ai pu noter que celle-ci était parsemée de petits grains de maïs. C'est juste ce dont j'avais besoin pour retrouver l'endroit de la photo. En effet, je savais que dans la région, il y avait énormément de champs de maïs. Mais il n'y en avait qu'un seul, dont le chemin du retour à l'entrepôt passait par une forêt. Et j'avais raison. Nous avons rapidement trouvé l'endroit précis où avait été prise la photo, mais il n'y avait plus aucune trace du panier. La police avait passé la forêt au peigne fin, ainsi que les champs de maïs environnants et les entrepôts. Mais aucune trace des enfants disparus. Au bout de 2 journées de recherche intensive, nous avons fini par conclure que c'était une fausse piste. La photo avait sûrement été envoyée pour nous distraire des pistes qui nous mettraient sur les traces du criminel. Pourtant, le lendemain, je sentais que je n'en avais pas fini avec cette photo. Je l'ai analysée une nouvelle fois. Un détail m'avait peut-être échappé. Et c'était le cas. C'était tellement gros que ça ne m'avait pas sauté aux yeux de suite. Je suis tellement habituée à flatter mon ego en trouvant des indices indécelables, pour la plupart des gens, que les choses évidentes ne m'interpellaient plus. Et ça a été ma plus grande erreur. En regardant la photo, c'est les feuilles mortes qui m'ont semblé bizarres. Sur le côté de la route, il y avait des pins. Les pins ont des aiguilles, pas des feuilles. Et les aiguilles ne tombent pas en automne. Nous sommes retournés sur les lieux et avons creusé à l'endroit où étaient les feuilles mortes sur la photo. Nous avons retrouvé 10 crânes d'enfants, dont un dans un panier. Avec eux était aussi enterré un petit cercueil dans lequel se trouvait le cadavre d'une petite fille. Une note était attachée à ses vêtements. Il y avait assez d'air pour qu'elle tienne une journée. Vous auriez pu la sauver. Chaque nuit, c'est la même chose. Tel un rituel, ça se reproduit chaque nuit. Dans mes rêves depuis une semaine. Et j'ai l'impression que le dénouement, c'est ce soir. Laissez-moi vous éclairer. Je m'appelle Quentin et j'ai actuellement 15 ans. Je vis dans une petite ville sympathique de Haute-Savoie et dans ma vie, malgré quelques épreuves, j'ai toujours réussi à m'en sortir et tout se porte à merveille. Enfin, depuis peu. Je devrais dire se portait, car j'ai l'impression que quelque chose hante mes rêves. La première fois, j'ai simplement rêvé d'un couloir. Enfin, ça s'y apparentait en tout point. J'ai cru discerner une forme au bout, mais j'ai ensuite compris que ce n'était rien. Simplement un couloir. À mon réveil, je me suis demandé perplexe pourquoi j'avais rêvé d'un couloir. C'est totalement con comme rêve, avouons-le. La deuxième nuit m'a déjà plus inquiétée. J'ai revu le même couloir,
exactement le même. Ne l'ayant vu qu'une fois en rêve, je l'ai reconnu immédiatement, comme si je l'avais vu toute une vie. Sauf que quelque chose avait changé. Si la première fois il m'avait semblé voir quelque chose, cette fois, je l'ai clairement vu. Une forme qui m'avait l'air d'être humaine à première vue. Mais située au bout du couloir, elle était entièrement noire. Je n'ai rien pu en tirer de plus. La troisième nuit, j'ai revu cette forme. Elle m'avait l'air un peu plus claire. J'ai pu voir qu'elle avait de longs cheveux noirs à première vue. Il m'a semblé qu'elle s'était rapprochée, mais je n'en étais pas sûre. Au réveil, j'ai repensé à ce couloir et il m'a semblé si familier. Quelque chose clochait, j'en étais sûre, j'en étais convaincue. Quatrième nuit. Encore et toujours ce cauchemar. Aucun changement vis-à-vis de la forme, sauf peut-être que je la voyais plus clairement. Elle semblait porter une longue robe noire style années 20. Ses cheveux étaient noirs. J'ai pu le constater en voyant qu'il tombait sur sa poitrine. Je n'avais pas encore vu son visage, malgré le fait que cette fois, elle s'était rapprochée. La nuit dernière, j'avais pris un repère vis-à-vis du mur et j'ai constaté avec effroi que ces dernières nuits, elle ne faisait que se rapprocher de moi. Encore une ou deux nuits, et elle serait arrivée. Cinquième nuit, elle est devant mon lit. Je peux voir ses yeux. Ils sont rivés sur moi. Vides et inexpressifs, terrifiants même. Ses lèvres sont noires. Elles ont l'air d'être déchiquetées. Quelques morceaux de peau pendent par-ci, par-là. Ses lèvres noires contrastent avec le reste de son visage, blanc comme la mort. Elle s'est penchée vers moi et m'a souri, me révélant ses dents jaunes et noircies. Je me suis réveillée en sueur. J'ai tenté d'en parler à mes parents, mon entourage. Ils m'ont tous dit que ce n'était que des rêves. Ma sœur m'a même dit qu'elle aussi avait fait des rêves comme ça et que tout irait bien. Peu rassurée, j'avais entrepris d'écrire ça sur un journal, un truc de gonzesse. Mais finalement, ça fait du bien de pouvoir écrire. J'ai vraiment peur. Si elle était si près de moi durant ces derniers rêves, que se passerait-il cette nuit? La sixième nuit. Je l'ai attendue celle-là. Le rêve final. Enfin, comme je l'appelais. J'ai revu ce couloir, toujours le même et il était vide. J'ai attendu, mais il n'y eut aucun changement. Rien. Nada. Au réveil, je me suis sentie libérée d'un immense fardeau. C'est en regardant par l'entrebâillement de ma porte que ma joie s'est effondrée. J'ai enfin pris conscience que ce couloir, je le connaissais, puisqu'il s'agissait de celui qui partait de ma chambre pour rejoindre le salon. Et je me suis effondrée lorsque j'ai reconnu au fond celle que j'ai surnommée la veuve noire.